Donc, le sujet du soir, donc les regroupements de clubs et la mutualisation des moyens. Donc, à ce jour, il existe, on va dire, 4 possibilités de regroupement de clubs ou de mutualisation des moyens. La première possibilité, c'est la fusion de clubs, celle qui est le plus connue puisqu'elle existe depuis des années et des années. Et puis, après, suite à cette fusion de clubs, on a également d'autres moyens qui sont venus au fil des années se greffer pour proposer des alternatives aux clubs afin de se regrouper de manière différente et de vous aider justement à simplifier les choses en termes de regroupement. Donc ces moyens-là, c'est quoi? C'est le club à section. Il y a également le groupement d'employeurs et puis il y a les groupements de moyens. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un focus sur ces 4 moyens de regroupement pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de chacun. Premier moyen, donc la fusion, celui que vous connaissez quasiment tous, je pense, puisque depuis toujours, un moyen qui permet aux clubs de se regrouper, voilà, et qui sont reconnus par les règlements sportifs de la fédération. Donc, il existe 3 types de fusion. La première, qui est la plus connue, c'est la fusion-absorption. Donc, la fusion-absorption, c'est tout simplement la dissolution d'une ou de plusieurs associations dont le patrimoine est absorbé par une association qui est déjà existante et qui reprend la main sur l'ensemble des activités, donc des associations qui sont absorbées. C'est ce qui est le plus, ce qui est, pardon, le plus connu dans nos clubs aujourd'hui. Le deuxième type de fusion, c'est ce qu'on appelle la fusion-création, où là, en fait, on va dissoudre une ou plusieurs associations et on va apporter l'ensemble du patrimoine de ces associations à une nouvelle association spécialement créée à cet effet. Donc, vous verrez que tout à l'heure, dans les retours d'expérience, on a un exemple concret à vous expliquer, puisque c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, c'est plus sympa de s'appuyer sur des cas concrets et des retours d'expérience. Enfin, le troisième type de fusion existante, c'est la fusion-scission, alors là, qui est très rare, qui permet tout simplement la dissolution d'une association, d'une seule association, dans laquelle l'ensemble du patrimoine sera scindé auprès de plusieurs associations préexistantes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très rare, mais il faut savoir aujourd'hui que ça existe. Voilà les 3 types de fusion. Donc, effectivement, c'était le seul moyen qui était existant il y a quelques années pour nos clubs de tennis pour se regrouper. Et la fédération, donc, il y a maintenant 8 à 10 ans, a planché sur le sujet et a essayé de mettre en œuvre des nouveaux dispositifs de regroupement tout en modifiant ces règlements pour pouvoir vous donner la main et pouvoir le faire. Donc, ces nouveaux dispositifs qu'on va vous présenter, ils ont vraiment 2 objectifs très concrets. D'une part, de favoriser les regroupements de clubs en proposant donc une alternative à la fusion, et puis également de favoriser la mutualisation des moyens pour tous les clubs, donc en préservant l'identité et l'autonomie et en reconnaissant les groupements. Donc on avait très souvent un souci dans le cadre de la fusion de clubs, c'était que les clubs existants perdaient complètement leur identité et notamment auprès de leur collectivité territoriale, de leur commune, et ça pouvait être un très très gros frein dans le cadre des regroupements de clubs. Aujourd'hui, vous allez voir que les autres moyens qui sont proposés vont permettre effectivement de pallier à ce problème d'autonomie et de permettre à des associations de garder leur identité pardon, auprès de leur commune. Donc on vous a présenté un petit schéma, une présentation générale des différents types de regroupement et de mutualisation. Donc quand on parle de regroupement de clubs, on est vraiment sur la fusion telle qu'on connaît, et puis en solution alternative sur ce qu'on appelle le club à section. Concernant la mutualisation des moyens, là on a, on va dire, 2 choses bien différentes. Le groupement d'employeurs, qui a une vocation, comme vous l'avez compris dans l'énoncé, une vocation d'emploi. Et puis le groupement de moyens qui, lui, va être là plus pour essayer de mettre en œuvre l'utilisation en commun d'une structure, d'une école de tennis, d'un tournoi pour justement pérenniser l'activité ou développer l'activité dans un secteur. Donc maintenant, je vais laisser la main à Fabien qui va vous présenter en détail le club à section. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci Sébastien. Et donc, écoutez le club à section. Donc, c'est effectivement une alternative en fait à la fusion de clubs qui peut paraître peut-être un peu trop absolue,
Voilà, donc cette solution est plutôt adaptée à des clubs qui sont dans l'impossibilité de survivre ou de conduire seuls une politique éducative et surtout sportive. Voilà. Et surtout, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, là, cette solution permet de garder l'identité auprès de la commune. Et voilà. Donc, on va vite se rendre compte à quoi ça ressemble, ce club à section. Voilà. Via un petit schéma que vous voyez à l'instant, normalement. Donc, vous voyez, donc, il y a deux clubs qui sont dans l'impossibilité sportivement on va dire, de survivre. Donc l'idée, c'est de se regrouper. Donc en fait, elles deviennent, le club A et le club B ont toujours leur existence. Donc il y a toujours une association club A, une association club B. Par contre, ils deviennent tous les deux une section A, une section B à l'intérieur d'un nouveau club qui sera affilié à la fédération. Il y aura donc un seul numéro d'affiliation. Voilà. Donc, et ce nouveau club affilié à la fédération sera en charge de toutes les activités sportives, que ce soit de perfectionnement et ou de compétition. L'intérêt de cette solution-là, c'est que c'est vraiment de garder, voilà, chacune des sections assure le maintien et le lien indispensable avec les différentes communes et les élus. Ça permet de toucher toujours les mêmes subventions. Voilà. Les relations de proximité avec les adhérents potentiels sont toujours d'actualité parce que vous êtes toujours, le club à section vit toujours au même endroit, il n'y a pas de souci. Et les activités de base, comme l'accueil, l'initiation, l'animation, existent toujours pareil. Voilà. Donc, on a un nouveau club, mais le club A et club B existent toujours. Voilà, il y a toujours une association. Par contre, un seul numéro d'affiliation. Voilà, au niveau fédéral, bien sûr. Donc, voilà, comme je viens de le dire, le club à section, c'est un club de recrutement qui est seul affilié à la fédération. Je me répète, il est seulement en charge de la politique sportive et de développement. Voilà, et donc je me répète encore un petit peu, mais c'est vrai que ça, c'est très, très important. Cette solution permet de garder le lien indispensable dans un premier temps avec la commune et les élus, afin de préserver tous les moyens mis à disposition, tels que les équipements et, comme je l'ai dit auparavant, les subventions. Voilà. Donc, en termes de règlement sportif, comme pour la fusion, la prise en compte des droits sportifs acquis antérieurement par les clubs regroupés. Voilà. Et donc, par rapport au groupement, ayant pour objet de mutualiser les moyens, l'affinité d'un regroupement sous la forme d'un club à section est plutôt sportive, mais on va le voir dans le retour d'expérience avec un club, il peut être à finalité également au niveau de l'emploi. Voilà, vous allez vite vous rendre compte avec le retour d'expérience d'un club du Cher qui a en fait mis en place ce club à section il y a un peu plus de 10 ans, en fait. Voilà. Et donc, je vais laisser gentiment et avec bienveillance la main à Martial Souchet qui va vous présenter son retour d'expérience pour le club à section. Il y a une question. Ah, oui. Plutôt sûrement sur une unité de territoire à la commune. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Pour Valérie. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, enfin, il y a une petite erreur sur la présentation, c'est que je ne suis plus président du TC2N depuis quelques années. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire écho. Donc, juste pour présenter, effectivement, nous, on était deux clubs d'une cinquantaine de licenciés. En proximité du 41, parce que comme on s'adresse à la Ligue, donc c'est le Cher, mais c'est presque le Loir-et-Cher, en fait. Hein. On est en proximité, voilà, que vous situiez géographiquement les choses. Pas très loin de Vierzon. Donc, deux clubs qui avaient des difficultés, en fait, communes, et un constat commun qui est que pour des organisations de niveau d'école de tennis, pour engager des équipes tant chez les jeunes qu'en seniors plus qu'en féminine, il y avait des années oui, des années non. Enfin, c'était pas très structuré et c'était quand même un petit peu difficile. Et puis, depuis quelques années, on avait, comme tout le monde, quelques AMT. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'AMT, ça n'existait pas, mais enfin bon, des IF et deux, et on voulait passer le pas d'avoir un emploi, mais tout seul, on se disait chacun de notre côté que ce n'était pas trop faisable. Voilà, je veux bien l'autre vignette. Donc l'année suivante,
après quelques discussions, tant sur le nom, tant sur tout un tas de choses, on a pris une solution médiane qui était de se dire, eh bien, on va créer un 3e club, sans radier pour du coup les 2 premiers, hein, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, tout à fait, on était dans ce cas de figure-là, et on a créé un 3e club. Au niveau de la fédération française, on nous a demandé tout simplement de dire quel numéro vous voulez garder. Bon, à l'époque, il y avait plus de licenciés du côté de Neuvy, donc on a gardé le numéro du club de Neuvy-sur-Barangeon, mais on aurait pu faire celui de Nancy. Enfin, c'était un choix qui nous était proposé. Au niveau sportif, bien évidemment, tout le monde, à l'époque, Neuvy-sur-Barangeon était en pré-régional, Nancy en division 1, je pense au printemps. Eh bien, chacun a trouvé, l'équipe 1 était en pré-régional, l'équipe 2 en division 1, tout simplement. Ça a été automatique, il n'y a pas eu de perte des niveaux sportifs. Voilà. Donc, la conclusion de cette étape-là, en tous les cas, c'est qu'on a pu créer un emploi. Qu'on a mutualisé avec d'autres clubs, sans parler de section, mais en tous les cas, puisque nous, on n'avait pas forcément les moyens tout seul, mais on est allé démarcher Argent-sur-Saulx, Vignoux, d'autres clubs pour mettre à disposition notre enseignant, mais on a pu créer, je dirais que le périmètre, c'était quand même 3/4 temps de l'enseignement, hein, juste sur la structure TC2N. Et on a complété avec deux autres. Donc, création du poste. Et puis, chose importante, par contre, reconnaissance unique vis-à-vis de la jeunesse et sport, donc d'une seule entité. Hein, puisque là, pour du coup, on n'avait pas le droit, bien évidemment, de monter 3 dossiers de subvention auprès de jeunesse et sport ou du conseil départemental ou autre. Il nous fallait avoir qu'une seule entité. Donc, ça veut dire que dans la répartition des rôles, eh bien, il y avait une entité employeur, je vais l'appeler comme ça, qui faisait tous les dossiers de subvention généraux, et puis 2 entités à section, on va garder ce terme-là qui a été expliqué, pour tous les contacts de terrain. Hein, voilà. Donc, le seul bémol qu'on peut y voir là, c'est la gestion de 3 trésoreries, parce que pour du coup, on se retrouve avec 3 bureaux, 3 trésoreries, et qu'il faut, avec une trésorerie qui fait 0 en fait, hein, parce que nous, on le fonctionnait très simplement. Les 2 clubs TC Nancy et TC Neuvy, dans un premier temps, encaissaient les licences et reversaient au TC2N. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, peut-être de l'extérieur compliqué, mais simple en fait pour garder les identités de voilà. Donc voilà, sur cette étape-là. Et puis donc dernière étape, donc 2015. Donc là, on a fait quand même 7 ans en section. On aurait pu, je pense, rester comme ça, mais bon, à un moment donné, on a fait le choix, y compris en démarchant, en informant nos mairies, que maintenant, ils auraient maintenant un dossier qui s'appellerait TC2N, mais qui s'appelle en fait Neuvy pour l'un et Nancy pour l'autre. Bon, les mairies l'ont accepté très facilement, il n'y a pas de souci. Et on organise toujours 2 tournois, puisque historiquement, on organisait un tournoi sur Neuvy et sur Nancy. Donc, on a continué à organiser 2 tournois, toujours actuellement. Martial, oui. Je te coupe, pardon, il y a une question de Christophe. Est-ce que, voilà, donc si je peux te la poser. Hein, ouais, est-ce que les membres du bureau principal peuvent être les mêmes que ceux des 2 autres bureaux? Voilà, alors nous, oui, on avait fait des statuts. C'est une bonne question parce que je n'ai pas voulu le développer, mais on avait fait des statuts et dans ma petite vignette, il doit y avoir marqué, je ne sais pas si je l'avais marqué ou pas, en tous les cas, nous, on avait une présidence tournante. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait des élections que du côté de Neuvy et que du côté de Nancy. Le TC2N, pendant toute cette période-là, n'a jamais fait une seule élection. Pourquoi ? Dans nos statuts du TC2N, il était indiqué que le TC2N aurait un bureau unique de 4 personnes. Les 4 personnes étant les 2 présidents, un trésorier, un secrétaire, issus forcément des deux clubs. Et que quand c'était le président de Neuvy qui était président du TC2N, c'était obligatoirement le trésorier issu du bureau de Nancy. Et le secrétaire donc de Neuvy et le vice-président de Nancy. Voilà. Et inversement, l'année suivante, automatiquement, il n'y avait pas d'élection et ça se faisait très très bien, ça évitait
de se dire, bah, tiens, ça fait quand même un paquet de temps que tu es président, pourquoi c'est toi? Voilà. Donc ça coupait court, je dirais, à toutes les petites querelles de clocher qui auraient pu naître juste derrière sur les égos, pardon. Donc pour moi, quand j'étais président, ben, une année sur deux, j'étais vice-président. Voilà. Et une année sur deux, j'étais président de la structure. Ça se faisait naturellement sans. Et on a changé de président entre-temps, hein, donc, et ça s'est très bien fait. Voilà. Martial, une autre question. Oui. À la création de votre club Oui. à section, quelle a été la raison pour laquelle vous vous êtes orienté vers le club à section plutôt que la fusion? Alors, en fait, querelle de clocher. Voilà. Le foot était passé par là il y a quelques années et on avait des anciens dans le club qui se disaient oui, mais Neuvy, c'est pas bien ou Nançay, c'est pas bien. Donc, on va changer de nom, on va perdre notre identité, on va ceci, on va cela. Donc, on a pris ce parti de dire, c'est pour ça que tout au début, seule l'équipe des bénévoles de Neuvy organisait le tournoi de Neuvy et seuls les bénévoles de Nançay organisaient le tournoi de Nançay. Tout doucement, on s'est mélangé, mais les 2 ou 3 premières années, on était vraiment séparés. Et nous, enfin, quand moi je suis originaire de Neuvy, je venais en pur visiteur pendant le tournoi de Nançay. Et inversement, le président de Nançay venait en pur visiteur. Voilà. Donc tout doucement, on n'a pas brusqué les choses et ça s'est fait gentiment par habitude. Et puis, en fait, ça s'est fait très simplement en 2015 parce qu'il y a quelques adhérents, un certain nombre, qui en avaient marre de faire et qui ne savaient jamais à quel ordre faire le chèque, puisque je vous ai rappelé qu'on faisait le chèque encore à TC Neuvy ou à TC Nançay. Et qui disait mais moi j'en ai marre, faites-moi faire un chèque TC2N, ça sera plus simple. Donc on a voté, on a mis conscience les uns les autres, et on a dit bon ok, on saute le pas, on radie, on supprime les deux clubs historiques, et donc maintenant bah, il n'y a plus qu'un club TC2N. Voilà. Très bien. Ok, bah écoute Martial, merci pour ton retour d'expérience. C'est vrai que c'est intéressant de voir par rapport à un cas concret hein, ce type de fonctionnement. Alors sachez que depuis, bon, on a pris l'exemple du TC2N, mais on a dans d'autres départements d'autres clubs à section qui se sont créés et qui fonctionnent bien. Donc c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui et qui peut être possible pour certains clubs qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Sébastien, pardon, il y a une main levée de Yann. Oui, Bizarre. Oui, bonjour. bonjour. Quelle est la distance entre les deux clubs d'un point de vue kilométrique? 6 km. 6 km, oui, là c'est vraiment très très proche. C'est C'était ça. sur la même communauté de communes? Oui. D'accord. Merci. Alors, je ne l'ai pas vu, mais il me semble aussi qu'il y a Pascal qui a levé la main depuis un moment. Alors, si c'est de moi qu'il s'agit, c'était une erreur de manip au départ. D'accord. Désolé. C'est pas grave, Pascal, ça nous a permis de te dire bonjour. Hein, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous propose de continuer. Donc là, maintenant, on va parler. Donc, vous avez bien compris qu'on a parlé dans un premier temps des regroupements de clubs, fusion et club à section. Maintenant, on va faire un focus sur la mutualisation des moyens. Alors, mutualisation des moyens, voilà, l'objectif, c'est principalement de répondre à certaines difficultés que vous pouvez connaître dans vos clubs, des difficultés notamment pour développer l'activité sur l'encadrement, des difficultés matérielles, des difficultés de structure. La mutualisation des moyens, vraiment, va permettre pour certains d'entre vous, voilà, d'apporter des solutions concrètes à ces différentes difficultés. Pour cela, donc, il y a deux approches qui sont proposées. La première, c'est le groupement d'employeurs avec une vocation un peu plus d'emploi, et on va y venir tout de suite. Et puis la deuxième, c'est les groupements de moyens, voilà, pour permettre, voilà, de s'associer pour des thématiques bien précises et bien particulières. Concernant le groupement d'employeurs, donc le groupement d'employeurs, ça part principalement très souvent d'un constat et d'un besoin, c'est l'enseignement.
Beaucoup de clubs reviennent vers nous tous les ans et malheureusement, c'est toujours d'actualité aujourd'hui en disant bah, j'ai pas d'enseignement pour reprendre la saison, mon initiateur bénévole il arrête ou mon AMT il s'en va, il quitte le club ou il change de région et je me retrouve ben, embêté pour pouvoir continuer l'activité et proposer toujours une activité encadrée au niveau du club. Donc, le groupement d'employeurs, c'est quoi? C'est tout simplement une association loi 1901 qui permet à différents clubs de se regrouper ensemble afin d'embaucher un ou plusieurs salariés. Donc, la vocation d'un groupement d'employeurs, vous l'avez bien compris, c'est l'emploi. Cette structure, elle prend la forme d'une association déclarée, d'une création d'association loi 1901 en préfecture et qui est ensuite, au niveau de notre fédération, rattachée par ce qu'on appelle un numéro de répertoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une affiliation, comme vous, les différents clubs, vous pouvez avoir, mais c'est ce qu'on appelle, nous, un numéro de répertoire. Ça permet uniquement au niveau de la fédération de savoir qu'on a un groupement d'employeurs qui existe dans tel ou tel secteur. Ce groupement permet bien sûr donc la mise à disposition d'un ou plusieurs salariés à ses membres, qui sont les différents clubs, et donc il permet par la mise à disposition de ces plusieurs salariés, liés par un contrat de travail, d'assurer l'ensemble des besoins d'enseignement sur le territoire concerné. Sébastien, nous avons une main levée de Yann. Oui. Désolé, je n'ai pas enlevé depuis tout à l'heure. Ah, pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, les activités du salarié, comme je le disais juste avant, elles sont réparties entre les différents clubs membres du groupement qui se partagent en fait la charge financière et sont ensemble solidairement responsables de l'emploi qui a été créé. C'est la même chose pour la mise en place et le suivi des dispositions du contrat de travail. Donc, cette mise en œuvre d'un groupement d'employeurs, sachez qu'elle est connue et reconnue par l'État, qu'elle est expressément énoncée dans la convention collective du sport, et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui se développe. Alors c'est énormément développé au niveau du tennis dans les années 2000, puisqu'on a eu jusqu'à 20 groupements d'employeurs dans la région centre, avec un département très très actif qui était le département du Loir-et-Cher. Aujourd'hui, on en a un petit peu moins de groupements, mais malgré tout, on a encore des groupements et vous allez voir qu'on va pouvoir avoir un retour d'expérience d'un groupement du Loir-et-Cher qui fonctionne encore et qui fonctionne encore d'ailleurs très très bien. Les avantages de ces groupements, on a essayé de vous lister tout un tas de choses qui nous paraissaient intéressantes. Ça permet de développer, de pérenniser une activité sur l'ensemble des clubs, là où aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous ont des difficultés pour trouver par exemple l'encadrement et donc assurer des cours. On peut pallier au manque d'encadrement, améliorer la qualité du service offert aux licenciés, assurer, stabiliser le fonctionnement des écoles de tennis, augmenter ou créer des équipes jeunes et ou adultes pour les championnats dans chacun des clubs. Alors attention, on fait bien un distinguo entre ce qu'on vous a présenté avant et les clubs à section et un groupement d'employeurs. Le groupement d'employeurs n'a qu'une vocation d'emploi, donc chaque club existant garde son identité et garde ses propres fonctionnements en termes d'équipe. C'est uniquement l'emploi qui est mutualisé dans le cadre du groupement d'employeurs. Ça permet malgré tout voilà, d'avoir peut-être l'opportunité d'avoir un enseignant avec un peu plus de temps et donc de développer pourquoi pas le tennis à l'école, de créer une dynamique avec les différents partenaires locaux comme le mairie, le conseil général, les sponsors, les choses comme ça, de dynamiser les différents clubs adhérents, notamment en termes de nombre de licenciés, puis de proposer des nouveaux services qui n'étaient peut-être pas forcément proposés avant, comme les stages, les animations ou des choses comme ça. Par rapport à tout ça, je vais laisser la parole à Monsieur Louvel, du groupement d'employeurs des clubs du secteur nord du Loir-et-Cher, qui va nous exposer un petit peu son retour d'expérience. Oui, vous m'entendez bien, non? Parfait. Merci. Merci, bonsoir à tous. Oui, Paul Louvel, je suis le coprésident de Vendôme actuellement, dans le Loir-et-Cher. Donc, notre groupement d'employeurs a été, je crois, le premier employeur de tennis de France. Il a été créé en 98-99. Moi, je suis au groupement depuis que je suis dans le tennis, d'ailleurs, depuis 2004, et en tant que vice-président du tennis à l'époque. Et donc, nous avions 12 clubs. 12 clubs, c'est peut-être un peu trop, mais c'est tout le secteur nord. Et là, on avait donc employé
3 moniteurs à plein temps, et ça fonctionnait pas mal, mais la désertification des campagnes, hein, c'est pas un vain mot, hein. Donc on a eu des difficultés certaines fois à être obligé d'avoir que 2 emplois parce qu'il y en a un qui partait, qui n'était pas remplacé et tout. Actuellement, on en a toujours 2, mais avec un 3e emploi qui est mutualisé avec Châteaudun, qui est à une 40aine de kilomètres de Vendôme, pour le situer un peu, mais qui est plus proche des autres clubs. Donc, la difficulté, c'est de répartir les heures entre tous ces clubs. Hein. Il y a des clubs qui prennent 10 heures, il y a des clubs qui prennent 2 heures. Donc, il faut essayer de favoriser, disons, le nombre d'heures le plus important possible pour éviter les déplacements et les pertes de temps. C'est ça l'important. Quels sont les... Alors, au fil du temps, on a affiné un petit peu nos statuts parce que c'était une présidence tournante avec le président, en général, c'était le président d'un club, et à tour de rôle, on avait fait une liste. Mais malheureusement, beaucoup de présidents se désengagent de cette fonction et on est obligé de changer un petit peu les statuts. Alors, quand j'ai été président à mon tour, il y a une quinzaine d'années bientôt, j'ai fait passer les statuts à 2 ans au lieu d'annuels. À 2 ans, les bureaux étaient constitués pour 2 ans, ce qui nous permettait de travailler sur un plus long terme. Et au bout de 2 ans, j'ai rempli pour 2 autres années parce que derrière, ça ne venait pas. Et depuis, je suis toujours au groupement d'employeurs en tant que membre. Quel était mon rôle? Le rôle, pas forcément le mien, mais c'est le rôle que j'ai pris. C'est que je fais les dossiers de mutualisation. Alors, il y a 2 sortes de dossiers à faire pour un groupement d'employeurs. Alors, je vais commencer. Avant, c'était le FNDS. Après, ça a été le CNDS que tout le monde a connu pratiquement. Et maintenant, c'est l'ANS. Bon, l'ANS nous a posé des problèmes parce qu'on n'avait pas de numéro d'affiliation à ce moment-là. Et la nouvelle équipe de la Ligue nous a permis d'avoir ce numéro d'affiliation. Donc, je fais donc les demandes de mutualisation et de l'ANS depuis 18 ans maintenant. Hein. C'est un petit peu lourd, mais c'est comme ça. Mais c'est fort faisable. Donc, Sébastien l'a parfaitement expliqué, donc je ne reviens pas dessus. Notre rôle est de répartir, de faire le planning annuellement entre tous ces clubs. Et ce n'est pas toujours facile, mais ça se fait quand même. Dernier point que je voulais dire, on avait les Capassos hein, aussi, que je faisais avec Philippe Debray, qui pour nous ont disparu puisque les moniteurs ont été renouvelés déjà 2 à 3 fois, donc on n'a plus de Capassos. Voilà, mais ça faisait partie du travail des groupements d'employeurs, des regroupements de clubs dans un groupement. Voilà, donc je pourrais vous dire plein d'autres choses, mais Sébastien a tellement développé que ça serait redire la même chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en gros. Merci Paul. Pour aller dans ton sens concernant les différentes aides que tu viens d'évoquer là sur les groupements d'employeurs, un des gros avantages du groupement d'employeurs, c'est effectivement plus on s'associe, plus on est fort et plus on peut proposer un volume horaire important pour la création d'un emploi. Et aujourd'hui, les différentes aides à l'emploi existantes sur notre territoire national sont des aides pour des postes minimum à mi-temps, c'est-à-dire minimum à 910 heures annuelles. Donc,
Vous, en tant que petit club, si vous avez un enseignant qui intervient, je vais dire une bêtise, 150 heures par an, vous n'aurez jamais la possibilité d'obtenir ces aides à l'emploi, alors que si on s'associe à plusieurs dans le cadre d'un groupement d'employeurs, on a la possibilité de faire ces demandes, notamment auprès de l'ANS, avec ce qu'on appelle les emplois ANS maintenant, et puis également au niveau de la région, dans le cadre du développement des projets Capasso, qui sont toujours des projets d'actualité. Le groupement des clubs de tennis du secteur nord aujourd'hui n'en bénéficie plus car il en a déjà bénéficié pendant un certain nombre d'années. Ce sont des aides au projet qui sont valables pendant 3 ans et renouvelables 1, 2 à 3 fois maximum. Et que le groupement étant, comme l'a dit Paul tout à l'heure, un groupement qui a été créé fin des années 90, il a pu bénéficier de l'aide Capasso dès la création du dispositif en 2005 et qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'a plus la possibilité d'obtenir les aides sur ces postes créés depuis ce temps-là. Fabien, est-ce qu'il y a des questions sur le groupement d'employeurs? Pour l'instant, non. Très bien. Bon, de toute façon, on pourra réaborder le sujet lors des questions diverses en fin de présentation. Donc, je vais maintenant laisser la main à Muriel qui va nous présenter les groupements de moyens. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc comme l'a dit Sébastien, donc la mutualisation des moyens va dans le sens d'une réorganisation en profondeur donc de plusieurs structures. Donc on a vu le groupement donc d'employeurs. Maintenant, au niveau du groupement de moyens, donc on s'aperçoit que beaucoup de clubs ont parfois des difficultés à se doter au niveau de certains équipements spécifiques comme les cours couverts, les clubs à houche, quoi que ce soit, et ou à s'offrir donc un enseignant professionnel. Donc le groupement de moyens est donc une solution pour mutualiser donc leurs forces de ces clubs, leurs moyens financiers, et ça peut devenir une solution salvatrice. Les avantages et intérêts donc de ces groupements de moyens, c'est l'utilisation, bien entendu, en commun d'un équipement tennistique couvert intercommunal, l'organisation de tournois, de manifestations en commun, développer, pérenniser l'activité sur les différents sites intercommunaux et créer une dynamique entre les différents clubs. Vous allez voir aussi que suite à un retour d'expérience avec le TC Sologne des Étangs, le groupement de moyens est aussi, on va dire, la solution pour un groupement d'employeurs et une fusion de clubs. Donc Aurélien Thomas, qui est donc le président du TC Sologne des Étangs, va vous faire un petit retour d'expérience. Donc lui qui a fait donc une mutualisation des moyens, mais aussi groupement d'employeurs et fusion de clubs. Oui, Muriel. Oui, c'est bon? On m'entend? Oui. Oui. Donc, oui, ça a démarré, on va dire, dans les années 2005, où le président de la Comcom, nous, communauté de communes Sologne des Étangs, donc qui est autour de Nains-sur-Beuvron, donc qui à l'époque regroupait 11 communes, a eu cette idée justement pour, on veut dire, venir en soutien au côté sportif du tennis. Il est resté plus que quelques communes où il persistait à des petits clubs qui fonctionnaient bien dans certaines communes, mais avec des petits moyens. Et puis dans certaines communes, des clubs qui s'essoufflaient complètement et d'autres communes qui n'avaient pas du tout d'organisation de tennis, même s'il y avait des fois un terrain extérieur qui pouvait avoir lieu, une petite activité de loisir ou de passage. Donc il a eu cette idée de rassembler les communes. Donc il est venu à l'époque vers le président qui était président de Miancé, vers William, qui est devenu aujourd'hui président du comité du Loir-et-Cher, pour lui proposer l'idée, parce qu'il avait quand même besoin de quelqu'un du tennis qui le suive dans la démarche, et ce qui permettait justement donc de regrouper ces 11 communes et puis de monter un projet avec le développement de rénovation des cours existants et de création de 2 cours couverts. Donc du coup, bon nombre de réunions ont eu lieu et puis on a débouché un superbe projet. Parce que ça, oui, les premières réunions, c'était même avant 2005, parce que c'était 2003. Et en 2005, le club a été créé et la première salle a vu le jour à Duison. Puis l'année suivante, la salle de Miancé. Donc ça s'est fait très très vite.
une seule commune n'avait pas intégré le club tout de suite, parce qu'il y avait, comme j'ai entendu tout à l'heure, quelques guerres de clochers, ça arrive toujours. Donc, cette commune-là avait gardé pendant quelques temps son club. C'était Nains-sur-Beuvron qui avait gardé le tennis club de Nains. Et toutes les autres communes étaient tennis club Sologne des Étangs avec un seul numéro d'affiliation donc, à la Fédé. Et donc, je crois 4 années après, le club de Nains-sur-Beuvron a été dissous et est venu intégrer le tennis club Sologne des Étangs. Après, si c'est pas clair, vous me le dites. Non, c'est clair, c'est clair. Sinon, dans la foulée a été créé un groupement. Au début, on a eu Thomas Aubry, donc notre moniteur. A été rapidement créé un groupement d'employeurs avec le tennis club de Romorantin et de Nouan-le-Fuselier pour justement avoir une activité à plein temps quasiment pour Thomas. Ça a été le but aussi. Dans la foulée, on a eu un AMT qui a suivi quelques années plus tard, et on a créé un deuxième groupement d'employeurs de la communauté de communes Sologne des Étangs, parce qu'il avait un côté AMT sur le tennis, mais il a intervenu aussi dans tout ce qui est centre de loisirs notamment. Donc on était sur 2 groupements d'employeurs, et ce rassemblement, cette fusion là, qui permettait d'avoir les 11 communes de la Sologne des Étangs. Après, il y a une commune qui a intégré la communauté de communes il y a 3 ans, c'est Marcilly-Angot. Donc, dans la foulée, l'année suivante, c'est pareil, Marcilly-Angot est venu intégrer le tennis club Sologne des Étangs. Donc, pour nous, la force d'avoir ces 11 communes, 12 communes aujourd'hui, sous une seule entité, tennis club Sologne des Étangs, c'est qu'on travaille en relation directe, en communication avec surtout la communauté de communes qui s'engage à faire l'entretien global de toutes les structures. Donc après, il y a une aide des communes qui intervient derrière. Mais après, pour tout ce qui est entretien et développement des structures, on a plus de force le fait d'être sur un seul club sur les 12 communes que des petits clubs où il y a des endroits où il n'y avait plus que 5 licenciés, quoi. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous êtes passé quand il y avait tous les clubs, les 5 clubs de départ, et après vous êtes passé au Sologne des Étangs, en termes d'évolution des effectifs, ça a donné quoi? Alors là, tu me poses une petite colle, je vais dire, on va faire à la louche. Mais je sais qu'à l'époque, c'était Miancé qui avait le plus, parce qu'on devait être une cinquantaine. Donc après, on a évolué. Il y avait Duison qui était derrière, qui devait être à peu près 30 licenciés. Puis après, les autres communes, c'était 3-4 licenciés, hein. C'était vraiment quelques loisirs. Il y en avait beaucoup qui avaient surtout des cartes et en fait qui n'étaient pas licenciés. Alors ça, c'est pareil aussi, le fait de passer sous un club unique, ça permettait aussi de certains joueurs loisirs de les passer en licenciés. Parce que ça recrée des championnats par équipe, ça crée beaucoup de choses qu'il n'y avait plus, ou des championnats jeunes, c'est pareil. Quand il n'y a plus que 2 gamins qui jouent à un endroit, bon, ils vont faire un peu de loisirs, mais il n'y a pas d'école de tennis, donc il ne faut pas se leurrer. Quand il n'y a pas d'école de tennis, de toute façon, la mayonnaise ne prend pas. Mais quelques années après, avec le tennis à l'école et tout, on avait dépassé les 200 licenciés quand même. Donc c'est bien la preuve qu'on avait quand même pris de la force. Là, c'est vrai que le Covid nous a frappé plus que d'autres clubs, j'ai l'impression. On a vraiment souffert énormément. La première année, non, mais aujourd'hui, c'est très dur. Mais, Alors, après, le souci, on en a parlé, c'est que vous, au niveau intercommunalité, les sites sont assez espacés. Donc, ce qui n'est pas évident. Et au niveau communication, pour vous, c'est pas toujours évident non plus. On l'a vu. Donc, parce que les gens ne savent pas trop où vont se faire les cours et ainsi de suite, Duison, Miancé. Et donc voilà quoi. Ah, c'est ça, le fait d'être éclaté. Parce que sur l'entretien, etc., sur la pure structure, la communication, c'est avec la communauté de communes. Mais après, pour le développement des informations, c'est avec les mairies, principalement chaque commune, chaque école. Donc, ça fait qu'il faut communiquer avec 12 maires, une Comcom, donc ça fait beaucoup d'intermédiaires. Donc, c'est vrai qu'il y a des regroupements où il n'y a que des clubs, où 3-4 communes. Nous, on arrive à 12. Donc, Ouais, c'est un petit peu les limites. Alors, c'est ce que j'avais dit à Muriel hier ou avant-hier au téléphone. Il y a d'autres clubs maintenant qui existent sous notre format. Pourquoi pas aussi créer comme un groupe de travail pour éventuellement, si d'autres clubs sont intéressés, travailler sur
quels outils utiliser pour la communication, pour la diffusion de l'information. Voilà, ça peut être aussi… Là, nous, on travaille là-dessus au niveau du club en ce moment, voir ce qu'on peut faire pour justement, comme disait Muriel l'autre jour, quand on passe devant nos terrains, on ne sait pas spécialement toujours à quoi ça correspond, qui gère les cours, voilà, c'est pas évident. Parce que nous, aujourd'hui, c'est 12 communes, c'est 12 terrains extérieurs, 2 salles. Donc, il y a gros d'entretien, il y a gros d'organisation, quoi. Bon, après, vous avez mutualisé vos forces. Il y a des choses qui sont positives. C'est parce que bon, ces clubs auraient peut-être pu disparaître comme Biancé, comme complètement. Louison. Il y a eu des cours aussi qui ont cette été construction de supprimés salles. d'ailleurs avec le temps. Et ce qui est assez intéressant dans ton retour d'expérience, Aurélien, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en termes de projets structurants, maintenant, nos interlocuteurs privilégiés sont principalement les communautés de communes, les pays, les agglos, plutôt que les communes en propre. Et étant donné en plus que ce sont maintenant ces organes qui peuvent obtenir des aides financières des différents partenaires institutionnels, on l'avait évoqué lors de la dernière visio. Donc, c'est vrai que le fait de s'unir pour faire émerger un besoin en termes de projets structurants, ça va permettre beaucoup plus facilement auprès d'une collectivité telle qu'une communauté de communes ou qu'un pays de faire passer ce type de projet-là. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est relativement intéressant. Ah oui, puis oui, dès que tu as un projet, c'est plus facile. Quand on est 20 licenciés pour vendre à un élu un projet de terrain couvert, honnêtement, on va un peu dans le mur, hein. Effectivement, quand on est regroupé sur 12 communes et puis qu'on arrive, on est à 120 licenciés, on cherche d'aller chercher les 200, c'est un petit peu plus vendeur, on inscrit plus d'équipes. Faut bien se dire que quand on était à l'apogée du développement à un moment donné, on était arrivé à 8 équipes hommes et 5 équipes femmes par championnat quand même. Donc je veux dire, au niveau des championnats, il y avait quand même du monde. Donc c'est vrai que ça a été un atout, hein. Après, c'est aussi le fait de rassembler comme ça les communes ou les clubs, parce que dans certains cas, c'est des clubs qui se réunissent à l'arrivée, hein, de toute façon. C'est aussi, il ne faut pas se leurrer, on a moins de bénévoles. Donc du coup, le fait de se regrouper permet des fois d'avoir des bureaux assez complets et assez motivés, que des fois des petits bureaux dans leur coin commençaient à s'essouffler parce qu'ils étaient de moins en moins nombreux. Donc ça, c'est pareil, ça aide quand même. Et puis des expériences diverses dans chaque club, hein, de toute façon. Écoute, merci Aurélien. Est-ce qu'il y a des questions, Fabien, sur le chat? Merci à vous. Alors, il y a une suggestion question de Valérie. Est-ce que le site de la fédération peut être l'outil? Le site de la fédération, c'est-à-dire le site internet? Je pense qu'elle parlait de TenUp, je pense. De TenUp, oui, c'est ça. Oui. Ah, de TenUp. Alors, un outil, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être un moyen de communication, effectivement. Et ça revient à ce que disait un petit peu Aurélien par rapport aux difficultés de communication. TenUp peut être un moyen de communication puisque c'est une plateforme de visibilité de l'ensemble des informations que vous pouvez mettre sur Ad-Hoc. Et dans le cadre du club, du Tennis Club Sologne des Étangs, ils ont un compte Ad-Hoc propre à eux et donc ils ont moyen de faire passer un maximum d'informations là-dessus. Après, TenUp est un moyen de communication et de diffusion pour le grand public sur les différentes offres que le club peut faire, sur les installations, sur les contacts téléphoniques. Mais après, les communications plus ciblées ne se font que pour des carnets d'adresses d'adhérents. Parce qu'on a les carnets d'adresses des adhérents et on peut communiquer directement aux adhérents. Donc, ça peut l'être un petit peu, mais pas complètement non plus. Voilà. Pas complètement non plus. Après, la communication, ça passe aussi par le site internet du club, qui peut aussi se faire connaître par ce biais-là, quoi. Donc, il faut penser aussi à mettre à jour vos sites internet pour vous faire connaître et pour montrer qu'il y a encore de l'activité, quoi. Je fais une aparté sur la communication. Sachez que cette thématique fait partie de nos réflexions pour vous proposer quelque chose sur la saison prochaine. Pour le moment, là, comme on l'a dit, on est sur le 2e rendez-vous de cette année. On aura encore 2 autres rendez-vous qu'on va vous présenter succinctement tout à l'heure, jusqu'au mois de juin. Et puis, à partir de septembre, on remettra ça en place. Et je pense qu'il y aura très certainement une thématique sur la communication pour vous aider à communiquer mieux et pour vous expliquer ou vous présenter les différents moyens de communication. Pour l'instant, pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Donc, écoutez,
comme vous l'avez compris, ces différents moyens de regroupement ou moyens de mutualisation, ben, les trois quarts du temps, ils sont liés les uns aux autres. On peut se dire également que certains d'entre eux peuvent servir d'étape vers, comme on l'a vu pour le TC2N ou comme on l'a vu là pour Sologne des Étangs, vers la création d'un seul club et unique à terme. On s'aperçoit que par exemple dans le monde du football, on a énormément aujourd'hui de clubs mutualisés, de clubs intercommunaux. Ils sont partis d'exactement la même problématique que nous, à savoir qu'ils avaient de plus en plus de difficultés à créer des équipes et à pérenniser les équipes. Et donc, le meilleur moyen était de s'unir avec les clubs limitrophes. Et on s'aperçoit que ben, voilà, c'est un moyen qui marche bien et qui fonctionne bien et qui est adaptable pour nous au tennis. En tout état de cause, les règlements de la fédération sont vraiment ajustés pour vous permettre de mettre en place ces différents moyens. Et nous, l'équipe de développement, donc Muriel, Fabien et moi, par rapport à nos différents territoires, on est vraiment à votre disposition pour revenir en détail sur ces différents moyens et notamment étudier, pourquoi pas, des perspectives d'évolution sur votre propre secteur. On l'a déjà fait par le passé dans certains secteurs, ça a mené à certains regroupements ou certaines mutualisations. Donc, on est vraiment à votre disposition pour vous aider dans votre réflexion et avancer dans votre réflexion par rapport à ces différents moyens. On sera également là pour vous aider dans les différentes démarches, puisqu'il y a la réflexion de départ, vers quoi on va, est-ce qu'on se met d'accord? Et à partir du moment où on a réussi à se mettre d'accord, on a toutes les démarches administratives pour soit créer les associations, soit arrêter certaines affiliations auprès de la fédération, créer des statuts, créer des règlements intérieurs. Tout ça, on sera là, vous inquiétez pas, pour vous accompagner. On a tout un tas de documentations qui pourront vous être mis à votre disposition par retour d'expérience de tout ce qui s'est déjà fait dans notre territoire régional. Alors, Sébastien, je ne sais pas si sur les regroupements, je crois que William, il voulait, je ne sais pas s'il est parti, William, éventuellement, qui avait. Non, il a dû partir. Non, il est parti. Il s'excusait parce qu'il aurait pu faire, voilà, éventuellement aussi une intervention sur le groupement. Donc, D'accord. Sébastien, Oui. sauf erreur de ma part, Liane a relevé la main. Ah oui, j'avais relevé la main parce que la problématique quand on regroupe beaucoup de clubs, c'est qu'au final, ça appauvrit aussi pour les championnats parce que finalement, il y a moins d'équipes. Mais en même temps, ça n'empêche, enfin, l'un dans l'autre, les clubs, de toute façon, mourraient de leur belle mort dans certains cas aussi. Donc, ça ferait aussi moins d'équipes. Donc, c'était une réflexion comme ça que j'avais. Parce que je vois bien ce qui va se produire autour de mon club. On va avoir un tennis couvert. Ça va sûrement attirer des membres des petits clubs autour. De l'autre côté, j'allais dire, il y a un club qui va avoir aussi un terrain de tennis couvert. Et je pense que les deux clubs qui se trouvent entre les deux vont beaucoup souffrir. Ils sont certains, il y en a un qui est déjà en souffrance, je pense que c'est la voix de qui je parle. Et j'imagine qu'on va avoir un rôle à jouer à un moment donné. La vraie question, c'est choisir la forme, effectivement. Soit on accueille des gens d'autres communes, parce que c'est déjà le cas, les clubs de tennis, on est rarement sur un seul territoire. Soit on prend un collectif, s'il y en a un, quoi. Mais quand il n'y en a pas, ça alimente la réflexion pour ce qui va se passer d'ici un ou 2 ans sur mon territoire, en tout cas. Ce qui est important à retenir par rapport à ce que tu viens de nous évoquer, Yann, c'est qu'effectivement, nous, on a vraiment un rôle de soutien auprès de vous, d'accompagnement par rapport voilà, à la spécificité de ton territoire et de ce qui va se passer sur ton territoire pour que tout le monde s'y retrouve. Effectivement, là, on est sur un cas particulier, mais ton cas n'est pas le même que ce qui peut se passer dans un autre département ou sur un autre secteur. Et l'objectif étant, enfin, je pars de ce principe-là, que l'activité tennis sur le territoire puisse se passer de la meilleure manière et que ben voilà, l'ensemble des administrés du coin puissent avoir une proposition de pratique qui soit intéressante pour tout le monde, quoi, hein, voilà. Oui, alors après, j'allais dire, fusionner, ça permet d'avoir un plus gros bras de levier pour les subventions, parce que quand on accueille des adhérents d'une autre commune, on ne va pas avoir la subvention de la commune dont le club a fermé.
Oui. S'il reste un bout de structure, ça vaut le coup de s'associer, entre guillemets, parce que ça fait un bras de levier plus important en matière de subvention. C'est le seul intérêt que je vois à proprement parler, quoi, entre laisser mourir de sa belle mort et accueillir un malade en souffrance, quoi. Ouais. Après, l'intérêt sportif, malgré tout, est là. Alors, ça dépend des cas. Effectivement, si tu parles d'une très grosse structure, une moyenne structure avec un très petit club, effectivement, la place du petit club là-dedans, elle est un peu compliquée parce que très peu de joueurs, par exemple, ou très peu de compétiteurs. Mais dans le cas, comme par exemple, je repense au TC2N tout à l'heure, avec deux clubs d'environ 50 licenciés de chaque côté, Oui, à ben, 6 km, ils sont voisins, c'est le même. voilà, et l'avantage là, c'est qu'il y a vraiment eu une cohérence sportive qui a permis à l'ensemble des compétiteurs de se retrouver et de s'associer ensemble Oui, pour il y avoir avait un un niveau intérêt. d'équipe et un niveau très très homogène et une émulation qui était créée grâce à la compétition, quoi. Donc, Oui, il y avait un intérêt, c'est évident. Mais là, nous, on a deux petits clubs qui vont être, j'allais dire, pris entre deux salles, entre guillemets, sur un territoire de 30 km. Ils sont au milieu, hein, ils sont à la frontière 14-16. Et je pense que ça va être compliqué pour eux, quoi. Alors, moi, j'aime bien anticiper les choses et je sais que je vais avoir des emmerdements demain. bah, écoute, Pardon, en tout je cas, vais je pense que reprendre. Fabien sera là pour t'accompagner, Oui, hein. oui, 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 on en reparlera, mais c'est ce que j'allais dire en fait. Voilà. Après, je vais reprendre juste la main parce que là, il y a plein de mains levées. Voilà, donc c'est formidable. Et donc je vais essayer d'aller dans l'ordre. Donc de Philippe Cazel, qui il me semble a levé la main en premier. Voilà. Donc, Philippe, si tu veux. Ouais. Euh, la discussion de ce soir est très intéressante en ce sens qu'on a évoqué la mutualisation vue des clubs, sauf pour la Sologne, là. Et je souhaiterais revenir sur cette question-là parce que de toute façon, le découpage territorial aujourd'hui, il a amené des nouvelles structures qui s'appellent des communautés de communes. Et de toute façon, les communautés de communes, un de ces quatre, pour l'instant, ce n'est pas a priori leur priorité pour en discuter avec la communauté de communes qui nous concerne ici à Chinon, à Voine, etc. Mais ils vont bientôt partir sur des politiques sportives communautaires. Et là, ça va pousser très fort, très certainement que ça va pousser très fort parce que la mutualisation de moyens, eux aussi, ils savent de quoi ils parlent et ils savent qu'à un moment donné, il va falloir y passer. Il va falloir que nous, au club, on soit complètement partie prenante dans ces réflexions. Ça fait déjà des années que moi je l'évoque avec le président de la communauté de communes de Chinon, enfin, Chinon-Vienne-Loire en l'occurrence. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais ça va le devenir. Et l'exemple de Sologne-les-Étangs, je trouve ça très, très intéressant, en ce sens qu'ils ont déjà mis ça en place. C'était une volonté du président de la communauté de communes, mais je crois que les questions qu'on se pose actuellement et qui ont fait l'objet des discussions de ce soir, venant alimenter par les difficultés des différents clubs, je pense dans un avenir assez proche, ça va arriver par un autre biais qui est soit les grosses villes, enfin, qu'on appelle ça Les agglos. Ouais, les agglos d'un côté et les communautés de communes dans le rural. Voilà. Ok. Ok, merci Philippe. Je passe la main à Martial qui a levé la main 3 fois de suite. Voilà. Ah bon? Ah Oui. bah je suis désolé, ces trois Non, clics, non, non. je voulais qu'une fois, j'ai tremblé. Non, c'était juste pour alerter peut-être le groupe, parce que je vais prendre ma casquette de comité du Cher 30 secondes, sur la vie des petits clubs et surtout sur l'expérience c'est Yann hein, qui vient intervenir sur deux salles qui vont arriver, qui vont mettre en difficulté deux petits clubs. Par expérience, et ça c'est du 100%, c'est-à-dire que si on ne maintient pas une vie, même petite, dans le petit club, en fait, les gens ne se déplacent pas à 14 km, en fait. Donc, 10 licenciés dans le club A qui est au milieu et 12 licenciés dans le club B qui est aussi au milieu, ça va faire moins 22, quoi, en fait. Et ça ne fera pas plus 10 et plus 12 d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, hein, moi, je le dis, dans le Cher, quelques-uns, j'ai 4 présidents qui sont présents dans le Cher, ils m'ont déjà entendu le dire. Par expérience, sur les 10 dernières années, moi j'ai 8 ou 9 clubs, je ne sais plus exactement, qui ont fermé, et ça a toujours été le même chemin, hein. 50, puis 10, 12, et puis 10, 12, 0, mais 0 licence transférée dans le club d'à côté, y compris même dans l'hyper-proximité, hein,
Vierzon, Méreau, c'est la même agglomération. Méreau a fermé son école de tennis de 19 enfants il y a 3 ans. Il y a 0 enfants qui sont allés à Vierzon qui touchent. C'est la même agglo. Donc, voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vraiment s'alerter. Et il vaut mieux garder une petite vie, même petite, dans les petits clubs, parce que sinon, au final, c'est des licenciés perdus. Voilà. Merci Martial. On passe la main à David C. Oui, bonjour. Donc, ma question était plutôt par rapport au groupement d'employeurs. En fait, j'ai entendu à un moment que la Ligue voulait peut-être employer des moniteurs pour en fait proposer leurs services à différents clubs. Et je voulais savoir où ça en était, cette réflexion, et par rapport à... Donc, ça remplacerait peut-être pour moi un groupement d'employeurs pour certains clubs, non? Je ne sais pas si c'est le cas, si je me trompe dans ma réflexion. Alors, David, tu ne te trompes pas sur ta réflexion. C'est effectivement une piste de réflexion qu'on a pu avoir, qui aujourd'hui n'est qu'à l'état de piste de réflexion. On s'était appuyé en fait sur une expérience qui avait été menée dans l'Indre par un comité départemental de hand, début des années 2000, dans le cadre des emplois jeunes à l'époque, où ce comité départemental avait créé 7 emplois de mémoire et avait mis à disposition ces 7 emplois des différents clubs du territoire pour développer l'activité. Ça avait bien marché pendant un temps, pendant 3 à 4 années. Et puis après, malheureusement, dès que ces jeunes ont été formés et ont obtenu leur diplôme d'état de prof de hand, malheureusement, enfin, ou heureusement pour eux, je ne sais pas, en tout cas, ils sont partis vers d'autres horizons et le projet a complètement capoté. Donc aujourd'hui, dans notre réflexion qu'on peut avoir dans la Ligue ou dans certains comités départementaux, c'est de se dire, est-ce que nos structures auraient pour vocation de créer un emploi et de le mettre à disposition contre rémunération à plusieurs clubs du territoire qui sont dans le besoin. Ça fait partie des pistes. Aujourd'hui, on n'en est qu'à l'état de réflexion. C'est quelque chose qui va être amené à être rediscuté dans les différents comités départementaux dans un premier temps. Mais on n'en est que là pour le moment. On n'en est que là. D'accord. Donc, il faut mieux envisager d'autres pistes alors. Non, si c'est dans les 2 ans peut-être à venir. Ouais, je voudrais intervenir là-dessus. Merci. Sébastien? Oui. Oui, Michel. Non, mais la question, elle a été évoquée il y a un an et elle est toujours à l'ordre du jour. Dans certains comités, je vois William Baudouin est parti, mais il travaille aussi sur ce type d'approche qui consisterait à avoir ce qu'on pourrait appeler un CST dans le département qui ferait une partie d'entraînement et qui pourrait aussi faire une partie d'école de tennis. École de tennis, oui. Et ça reste vrai. Alors par contre, à l'heure où on se parle sur la Ligue, on n'a pas encore déployé, on n'a pas une visibilité très claire sur ce projet-là. Mais alors, comme tu dis, à 1 an ou 2 ans, je pense que peut-être qu'on aura un projet qui se fera de venir aider comme ça dans les départements, les clubs qui ont besoin d'un moniteur. Voilà. Parce qu'on pourrait imaginer d'avoir un moniteur embauché par la Ligue et le comité. Quand on dit le comité, c'est la Ligue. La Ligue et les comités, c'est la même chose. Qui pourrait et à la fois travailler pour aider le haut niveau dans les jeunes en performance sur le comité et à la fois être détaché pour aller faire des heures dans les clubs qui ont besoin de moniteurs. Maintenant, sincèrement, à l'heure où on se parle, Sébastien, on n'a rien là. D'accord. Voilà. Merci en tout cas. Voilà, je t'en prie. Nous avons 2 Thierry qui souhaitent prendre la parole. Je passe la main à Thierry Baucher. Alors Thierry, moi c'est de parler un peu pour le Loir-et-Cher aussi, où on a eu une expérience en plus qui est bien marché, c'est La Motte et Nohant-le-Fuselier qui se sont regroupés. Alors effectivement, il y a à peine 10 km d'écart. Globalement, aujourd'hui, ils ont 2 cours couverts qui ont été construits par la communauté de communes. Quand ils ont commencé à se regrouper, ils devaient être à peu près une quinzaine de licenciés à Nohant-le-Fuselier,
70 à la Motte. Aujourd'hui, ils prisent les 140 licenciés. Voilà, donc je pense que c'est un groupement qui a bien fonctionné. Ils ont aussi des terrains de beach. Voilà. Effectivement, la proximité, c'est important. Je pense que ça, c'est sûr qu'il ne faut pas se regrouper. Faire 15 km à ses enfants le soir, les parents ne sont pas prêts. Hein. Donc, mais 10, ça le fait, je pense. Et ça l'a fait à la Motte. Ils ont un emploi aussi. Donc, c'est vraiment le regroupement qui a fait que tout a explosé au côté encadrement et côté installation. Voilà. Merci Thierry. Thierry Gourdon, maintenant. Oui, ben c'est un retour d'expérience que je voulais évoquer également en ce qui concerne ce nouveau club qu'est le Tennis du Grand Chambord, qui est finalement issu de la fusion de 3 clubs. Alors 3 clubs qui étaient en grande difficulté, à savoir le club de Montpré-Chambord, le club de Bissau-sur-Cosson et le club de Saint-Claude-de-Diray. Dans des clubs qui avaient pour particularité d'être dans la périphérie blésoise, donc ce qui ne facilitait pas forcément les choses compte tenu du taux d'équipement des clubs de la périphérie blésoise et du taux de sous-équipement de nos petits clubs. Et moi, je voulais revenir sur l'aspect incontournable, finalement, maintenant, et de plus en plus incontournable des Comcom. Et c'est dans le cadre d'une entente avec la Comcom du Grand Chambord qu'on a pu et on a dû procéder à une fusion de nos 3 clubs afin de permettre à la Comcom de se décider à aller vers la construction de 2 cours couverts. Et c'est vrai qu'avec maintenant cette nouvelle structure de cours couverts dont on dispose depuis un peu plus d'1 an maintenant, alors bon, il y a eu l'effet Covid qui ne nous a pas permis de développer tout ce qu'on pouvait développer, mais ça a eu un effet extraordinaire en ce qui concerne l'attractivité maintenant de ce nouveau club par rapport aux jeunes, puisqu'on est passé de 5-6 jeunes pour l'ensemble de nos 3 clubs à près d'une quarantaine de jeunes maintenant, même plus de 40 jeunes qui sont inscrits. Et un retour également de joueurs qui étaient partis dans la périphérie blésoise et qui reviennent vers nous pour des facilités de créneaux horaires en ce qui concerne les disponibilités par rapport à cette structure couverte. Alors néanmoins, les difficultés qu'on peut rencontrer, nous maintenant, c'est de maintenir en termes d'équipement des outils, notamment en ce qui concerne les cours extérieurs, qui soient des outils maintenus dans une qualité suffisante pour pouvoir les utiliser. Puisque, bon, l'enjeu maintenant pour nous, par rapport aux collectivités, puisque ce sont les communes qui sont propriétaires de ces outils finalement, je parle des cours extérieurs, le principe est de dire, maintenant que vous avez des cours couverts, bon, elles sont moins peut-être sensibilisées au fait de réinvestir un peu dans nos structures extérieures, quoi. Donc c'est là qu'on a des enjeux un peu particuliers sur lesquels il va falloir qu'on avance rapidement pour maintenir un taux d'équipement qui soit suffisamment attractif pour continuer notre développement, puisqu'on espère monter en puissance. On est déjà à peu près à 100 adhérents maintenant et on est dans une logique et une dynamique qui fait qu'on va progresser pour atteindre, j'espère, assez rapidement les 150 adhérents. Voilà. Merci. Donc Sébastien, sauf erreur de ma part, nous n'avons plus d'autres questions. Très bien. Bah, écoute, nous allons donc finir cette présentation par le calendrier des prochains rendez-vous que nous allons vous proposer. Donc, prochain rendez-vous du dirigeant le mardi 22 mars, même heure, 19 h. Thématique consacrée à tout ce qui concerne les ressources humaines, le contrat de travail, la convention collective nationale du sport. L'objectif étant de vous donner des billes, notamment pour vous qui êtes pour la plupart maintenant employeurs, que ce soit des employeurs de personnes à temps plein ou des personnes à temps partiel. On va faire appel à des compétences externes pour réaliser cette intervention, très certainement le Cosmos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter, ça sera, je pense, assez intéressant. Et puis, dernier rendez-vous au mois de mai sur la thématique du projet associatif. Comment créer un projet, développer, suivre un projet associatif, puisque il nous paraît pour nous évident que
pour qu'un club se développe, il faut absolument y associer une notion de projet. Voilà, tout simplement pour voir vers quoi on veut tendre, quel est l'avenir du club, quelles sont les choses que l'on pourrait mettre en place, en partant bien sûr d'un état des lieux, de ce que l'on fait déjà, et puis de connaître nos points forts, nos points faibles, nos problématiques, mais également nos opportunités. Donc voilà les 2 prochains rendez-vous qui vous seront proposés. Et puis écoutez, je vais finir en laissant la main à Céline Eberlé pour qu'elle donne un petit mot de la fin et puis qu'elle puisse peut-être terminer ses propos de tout à l'heure. Merci Sébastien. Oui. Alors je vais recouper ma caméra parce que je pense que effectivement j'ai pas une très bonne connexion. Donc je vous remercie tous d'avoir effectivement participé à ce webinaire. Je vais remercier l'équipe du développement. N'hésitez surtout pas à contacter soit Sébastien, soit Muriel, soit Fabien. Ils sont là pour ça. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous pour le 22 mars, donc 18 h. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.